La justice sera rendue conformément au droit. Voilà le message lancé par le Premier ministre Moussa Mara à Yélémané et à Kaï lors de la conférence des cadres qu'il a animée sur place. Tombouctou lance officiellement sa campagne agricole 2014-2015. Ce démarrage intervient au moment où le bétail souffre énormément à cause du manque de pâturage. L'AS Real joue demain contre la SEC Mimosa en Côte d'Ivoire au compte de la 5e journée des matchs de poule de la Coupe CAF. Aliou Matina a suivi la dernière séance d'entraînement des Scorpions. Son reportage dans cette édition. L'actualité en 3 titres, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition de 20h. Tout d'abord, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, vient d'élever au grade de chevalier de l'Ordre national du Mali le consul honoraire du Mali à Atlanta. Le chef de l'État récompense ainsi les efforts de Vincent Farley en faveur du renforcement de la coopération entre le Mali et les États-Unis d'Amérique. Le récipiendaire s'est engagé à faire plus pour consolider l'axe Bamako-Washington, notamment dans le domaine agricole. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec nos envoyés spéciaux Bourama Traoré et Adama Kamara. À Washington, nous restons là-bas, sur place. L'épouse du président de la République, Keïta Aminata Maïga, a reçu en audience l'ancienne présidente du Parlement. Alors, elle est parmi les 500 jeunes Maliens retenus pour, en tout cas, avoir bénéficié du programme Yali du président Obama. Très engagée dans les questions de l'éducation et de l'environnement, notamment à travers son ONG Open Mali, Bernadette est venue échanger avec Mme Keïta sur une possible collaboration dans le domaine de l'assainissement et de l'éducation. Nous l'écoutons à sa sortie d'audience au micro de Ndeye Sissoko et de Dembawan. J'ai été retenue pour le programme Young African Leader Initiative du président Obama dans le cadre du Mandela Washington Fellowship et j'ai bénéficié dans un premier temps d'une formation de 6 semaines à l'Université internationale de Floride à Miami qui a porté sur le management public et plus particulièrement sur tout ce qui est gestion et leadership en Afrique. Donc, effectivement, cette formation a été très bénéfique pour moi parce que en tant que jeune Africain et particulièrement en tant que jeune femme africaine, je pense qu'on a de plus en plus besoin de leçons de leadership en Afrique et particulièrement au Mali parce qu'on est quand même dans une situation assez critique et l'appui des jeunes est vraiment important dans le cadre de la résolution de la crise. On a eu à aborder certains thèmes concernant l'éducation parce qu'à travers mon association Open Mali, nous sommes aujourd'hui à 1300 enfants inscrits au Mali dans le cadre de notre programme de scolarisation et à partir de ça, je pense que nous pourrons travailler avec la Première Dame et son organisation, son association pour pouvoir mettre encore plusieurs projets en place. Nous avons également touché au thème de l'assainissement et du recyclage des ordures, qui est notamment également un thème qui me tient particulièrement moi à cœur et qui a fait l'objet d'un projet que j'ai proposé à l'ambassade des États-Unis et au département américain et qui m'a permis d'être sélectionnée pour ce programme IALI. Et je pense on a vraiment beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là et avec la Première Dame, on en a beaucoup discuté et je pense que nous pourrons dans les mois à venir, à partir dès mon retour au Mali ou même peut-être plus tôt, travailler en collaboration dans ce cadre-là. Retour à l'actualité nationale. Plus de laisser-aller dans la gestion du pouvoir, la justice sera rendue conformément au droit. Voilà l'esprit de la rencontre entre le Premier ministre Moussa Mara et les cadres de l'administration des cercles de Yélémané et Kaï. Rencontre élargie aux forces vives de la nation, c'était hier. Chacun a évoqué ses préoccupations relatives au développement du pays. Il s'agit notamment des questions d'insécurité, du foncier et du désenclavement. À toutes ces doléances, le Premier ministre Moussa Mara a donné des assurances. Envoyés spéciaux, Mohamed Diarra, Abouakar Traoré, Gaussou Touré. Une visite menée au pas de charge, c'est ce jeudi à 20h que le Premier ministre Moussa Mara et sa délégation sont arrivés à Kaï. Les populations de la capitale du Rail qui ont compris l'enjeu du déplacement du chef de gouvernement ont témoigné leur reconnaissance à la délégation. Le lendemain, Moussa Mara rencontre l'administration, les élus et les forces vives des cercles de Yélémané et Kaï au gouvernorat de la région. Des échanges francs et directs pour permettre à chaque Malien de s'exprimer. De nombreux défis se posent à l'administration. Le besoin en agents de sécurité et en personnel d'exécution se pose avec acuité. Aussi, l'état de
la route Kaï-Sadiola constitue une véritable difficulté pour les populations. La brèche est ainsi ouverte pour 3 heures de temps. Dans les 2 siècles, les problèmes sont presque identiques. Litige foncier, transhumance, insuffisance de moyens logistiques pour l'administration, l'insécurité, le désenclavement, l'emploi des jeunes, entre autres. À toutes ces préoccupations, le Premier ministre a eu les mots justes pour donner espoir à ses interlocuteurs. Le but de l'exercice est de permettre à chacun où qu'il se trouve de participer à l'édification du Mali, une vision du président de la République. C'est cela la conception de l'action publique du président. C'est cela notre conception de l'action publique. L'État n'a comme justification que la satisfaction du citoyen, que la satisfaction de la population. Et donc, nous mettons en œuvre cette action dans cette veine. Nous allons aussi essayer d'écouter tout ce qu'on perçoit comme injustice, comme abus. Parce que là aussi, il est vrai, il faut le dire, au fin fond de nos campagnes et de nos brousses, il y a beaucoup de drames qui se nouent. Parce que les forts tombent sur les faibles. Et le rôle de l'État, c'est aussi de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'injustice dans le pays. Les différents orateurs ont voulu savoir aussi le contenu de l'accord de défense signé entre le Mali et la France. Il n'y a pas de base militaire donnée dans le cadre de cet accord. On n'en parle même pas. Donc, rassurons-nous, rassurez-vous, les 2 seules motivations qui ont gouverné la signature de l'accord de coopération en matière de défense, c'est d'actualiser le précédent accord qu'on a signé avec la France et de tenir compte de leur présence, de la présence de l'armée française sur le sol malien dans le cadre de l'opération Barkhane. Cet accord a été signé et a été transmis à l'Assemblée nationale. C'est pour vous dire que nous souhaitons que l'accord soit partagé avec la représentation nationale, avec tout le monde. Il n'y a rien à cacher. Un exercice pédagogique avec à l'arrivée un satisfecit général. Nous, on ne peut que se réjouir de cette rencontre-là, parce que tout ce qu'il a dit, ce sont nos préoccupations qui ont été prises en compte. Et puis tout ce que le Premier ministre a dit, il n'a dit que la vérité. Il a été très franc, et nous aussi, nos préoccupations, on l'a dit. Tout ce qui est le problème au Mali, tout le monde le sait. Le problème de terre au Mali, c'est un problème crucial, et que tout le monde doit faire attention à ça, et qu'on doit corriger les lacunes qui sont autour de ce problème de terre-là. À l'issue de cette rencontre, son excellence monsieur le Premier ministre vraiment nous a promis qu'il y a des études en cours et que l'axe Yélémané-Nioro est effectivement au niveau du gouvernement. Et pour l'électricité aussi, l'énergie en étude pour voir vraiment quelle est la solution la meilleure pour vraiment mieux desservir Yélémané. Voilà. On a comblé pour cette rencontre-là. Avant cette rencontre, le Premier ministre Moussa Mara avait pris contact avec les autorités coutumières et religieuses de Kaï au conseil de cercle. Ces rencontres ont suscité un engouement chez les populations de la région. Le dernier acte de la visite du chef de gouvernement au gouvernorat de Kaï a été la remise de vivres aux couches démunies, un geste du ministère de l'Action humanitaire. Dans le cadre de cette rencontre, il y a des donations qui ont été faites. La première à l'endroit de la Fédération régionale des associations de personnes handicapées, constituée de dons en vivres. Et la deuxième donation constituée de produits divers à l'endroit de l'association malienne d'aide aux enfants déficients mentaux. Cette action de bienfaisance touchera d'autres sectes de la région. Lors de sa visite à Nioro du Sahel, le Premier ministre Moussa Mara a visité la première rue pavée de la ville réalisée dans le cadre de la mise en œuvre des actions de soutien à la croissance économique. L'infrastructure initiée par l'APEJ a coûté un peu plus de 35 millions de francs CFA, donc sur fonds issus de la cession de 51% des actions de la Sotelma. Il faut ajouter qu'à la fin de la visite, Moussa Mara s'est confié à nos envoyés spéciaux. Il s'agit de Gaoussou Touré et de Mamari Kone. Nous l'écoutons. Ce chantier-là illustre parfaitement les orientations de l'APEJ par rapport à la question de l'emploi des jeunes et par rapport à la question du développement local de manière générale. Vous avez du 2 ou du 3 en 1. Le premier élément, c'est d'abord l'embellissement de la ville et la praticabilité. Sur plus de 300 mètres, on a une rue qui a été aménagée et qui longe le marché. Donc ça facilite l'accès au marché et ça donne plus d'occasions aux marchands de pouvoir vivre de leur activité. Le deuxième élément, vous avez des revenus qui sont donnés
aux populations. Ceux qui sont impliqués dans la taille de la pierre, ceux qui sont impliqués dans la pose. Et parmi ces populations, vous avez beaucoup de jeunes. Il y a plus de 60 jeunes pendant 4 mois qui ont bénéficié des revenus. Et le troisième élément, c'est le savoir-faire. Parce que les jeunes qui sont formés à la taille et à la pose de pierre acquièrent un savoir-faire. Un savoir-faire qui peut être utilisé sur d'autres chantiers dans le pays. Donc c'est vraiment des actions originales impliquant les collectivités locales de ce type qu'il faut qu'on multiplie à la base dans toutes nos collectivités locales pour faire des citoyens des acteurs qui contribuent, qui s'enrichissent et qui améliorent leur cadre de vie. Donc c'est tout à fait satisfaisant et c'est tout à fait encourageant. Ça justifie bien la pertinence de ce type de projet local qui a coûté 35 millions de francs. Beaucoup d'encouragement à la pêche pour multiplier des initiatives de ce type et nous allons vraiment l'accompagner dans ce sens. Beaucoup d'encouragement aussi à la collectivité qui a participé. La mairie a participé, je crois, à hauteur de 3 millions dans ce projet pour que des projets de ce type puissent vraiment être mis en place. Donc tout à fait satisfaisant et bon vent à des initiatives de ce type. Le ministre de la Justice, des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, Maître Mohamed Ali Bathily, qui est de la délégation du Premier ministre, a saisi l'occasion pour rencontrer les juges et magistrats de la région de Caille. Au cours de la rencontre, il a été question de la bonne vision du département par rapport à la bonne distribution de la justice. Jafar Aïdara, compte rendu. Au cours de cette rencontre, le ministre a échangé sur les problèmes qui minent notre justice, cette justice qui fait l'objet aujourd'hui de beaucoup de critiques. Ensuite, le ministre a touché du doigt 2 problèmes brûlants qui font la une aujourd'hui à Caille. Le problème des travailleurs de Semos SA licenciés et le problème de Maro Koulibaly. Mais dans ce dossier, il faut plutôt saluer la justice qui a effectivement rendu des décisions dans le sens de reconnaître que la société a tort de licencier des travailleurs pour leurs activités syndicales. Je crois une dame qui a parlé devant M. le Premier ministre qui serait victime d'une agression perpétrée par des gens dont elle a dit qu'ils étaient couverts par le député, l'honorable Madiawa Gassama de Yelimani. Et c'est un dossier qui est vieux d'ailleurs. Et je crois que la cour d'assises a jugé les coupables et les a reconnus coupables. Elle les a même condamnés à des peines d'emprisonnement. Il avait été promis à la dame de payer ses dommages et intérêts. Jusqu'ici, c'est parfait. Il faut rappeler qu'au cours de cette rencontre, l'ombre du procureur général Moussa Bagayogo a plané sur ces échanges, les différents intervenants ayant rendu hommage aux défunts magistrats pour le travail abattu en 2 ans de présence à Caille. Les enquêtes concernant le crash de l'avion d'Air Algérie survenu à Gossi continuent sur le terrain. Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Tombouctou vient d'ouvrir une information judiciaire contre X pour déterminer les causes réelles de l'accident. Pour plus d'informations, écoutons donc Seydou Sissé au micro de Adama Djimde. Lorsque nous avons été saisis, nous avons immédiatement mis notre gendarmerie sur le dossier à travers la gendarmerie prévôtale qui est dirigée présentement par le lieutenant Dao. Et sans désemparer, il y a des gendarmes qui se sont transportés sur le lieu du crash où, naturellement, ils ont travaillé ensemble et de concert avec les enquêteurs français. Il y a un procès verbal qui m'est parvenu avant-hier, établi en bonne et due forme par la brigade territoriale de gendarmerie de Gossi, là où le crash a eu lieu. Et lorsque nous avons reçu ce procès verbal et après analyse, nous avons ouvert une information judiciaire contre X pour homicide involontaire. Donc présentement, le dossier est pendant au niveau du doyen des juges d'instruction du tribunal de première instance de Tombouctou. Il y a une information judiciaire qui a été ouverte. Le but de l'information judiciaire, c'est de permettre à ce magistrat instructeur de mener des investigations jusqu'au bout. Et ce n'est qu'à la suite de ces investigations que nous pourrions dire effectivement ce qui s'est passé réellement par rapport à ce crash. Soit le crash, comme le disait le chef de la gendarmerie prévôtale, peut certainement être dû à de mauvais temps,
comme ça peut être dit à d'autres éléments que nous ignorons présentement. C'est ce qui fait d'ailleurs que nous nous sommes empressés d'ouvrir l'information judiciaire pour qu'au moins les parents des victimes sachent réellement ce qui s'est passé sur le terrain par rapport à ce crash d'avion. Nous restons à Tombouctou où le ministre du Développement rural, Boukari Treta, vient de procéder au lancement officiel de la campagne agricole 2014-2015. Cette campagne démarre dans des conditions difficiles dues à l'installation tardive de la pluie. La ville des 333 saints n'a pratiquement reçu que 2 pluies, ce qui explique en tout cas le manque de pâturage pour les animaux. Le ministre a rassuré que les producteurs auront l'accompagnement du gouvernement. Nous retrouvons le compte-rendu de Adama Djimde. Le périmètre risicole de Kouriomé aux alentours de Tombouctou est un potentiel de 65 hectares. Aucune verdure. L'état des champs détermine la physionomie de la campagne agricole. Les autorités régionales ont profité de la réunion de préparation de plans de campagne régionale pour dresser un tableau peu reluisant. Les cultures de recrues se poursuivent, mais les résultats sont moins importants cette année à cause du faible niveau du remplissage des mares et des lacs. Sur le plan de l'élevage, les conditions d'élevage sont mauvaises et très mauvaises. La soudure pastorale se prolonge car l'hivernage tarde à s'installer véritablement à cause de l'installation tardive des pluies et leur mauvaise répartition dans l'espace et dans le temps. Les pâturages exondés sont quasi inexistants et ceux inondés sont constitués de bougoutières qui sont fortement dégradées. Le ministre du Développement rural, Boukari Treta, lors du lancement officiel de la campagne agricole 2014-2015, n'a pas tergiversé quant à l'usage frauduleux des engrais subventionnés par l'État. Quand la nation met 35 milliards à notre disposition, pour vraiment donc subventionner l'agriculture, pour régler les problèmes fondamentaux des Maliens, ce n'est pas acceptable que certains parmi nous s'amusent à vouloir les détourner. Ce ne serait pas acceptable. Le gouvernement et ses partenaires ont offert près de 10 000 tonnes de semences et d'engrais aux producteurs de Tombouctou. Au niveau des périmètres, certains chantiers sont à l'arrêt. Au ministre de s'engager pour la reprise et d'en faire plus pour la région de Tombouctou. Les chantiers qui sont arrêtés, nous avons pris l'engagement avec les partenaires, nous allons les achever, Inch'Allah. Nous avons décidé de la zone lacustre, vraiment donc aux différents périmètres, comment développer un pôle vraiment donc de compétitivité, un pôle agro-industriel pour la région de Tombouctou. Et vous savez tous que vraiment donc Tombouctou, que vous prenez vraiment depuis Niafenké, Diré, le système vraiment donc Fagibine, jusqu'à vous ici, nous avons énormément de potentialité. Il y a des choses qui se font, mais nous avons décidé vraiment d'accélérer. À présent, tous les regards sont tournés vers le ciel qui tarde à se manifester de façon suffisante. En 5e région, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité vient d'échanger avec les représentants de l'administration, les présidents des organes des collectivités, la société civile et les partis politiques de la région. Objectif, informer, mobiliser ces différents partenaires pour l'achèvement du RAVEC en prélude à l'organisation des élections communales et régionales. Reportage Moustapha Doumbia. L'objectif de cette visite du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité en région de Mopti est d'informer et de mobiliser les acteurs pour les opérations d'achèvement du recensement administratif à vocation d'état civil et l'organisation des élections communales et régionales. C'est pourquoi le ministre a abordé des sujets relatifs aux actions prioritaires de son département, conformément au contrat de performance des administrations publiques. Notre contrat de performance, dont la mise en œuvre s'effectue de juin à novembre, s'articule autour des objectifs prioritaires suivants. La lutte contre la corruption, la mise en œuvre des recommandations des États généraux sur la décentralisation, la réforme du processus électoral, la sécurisation des personnes et de leurs biens, le retour effectif des déplacés et des réfugiés. Les cadres du département de l'Intérieur et de la Sécurité ont fait des exposés sur les élections communales et régionales, le renouvellement des conseils de village, l'état civil et l'achèvement du RAVEC ainsi que la situation sécuritaire du pays. Occasion pour l'assistance d'évoquer la présence des bandits armés dans certaines localités des cercles de Douanza et Tenenkou. On nous parle de sécurité et nous voyons que l'insécurité plane. Donc nous avons eu des renseignements très précis par rapport aux réponses que le ministre a données aux différentes questions et cela nous rassure que
les populations ne sont pas oubliées. Des explications sur le déroulement des pourparlers d'Alger et les futures négociations ont été apportées par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Le général Sada Samake a ensuite rencontré les forces armées et de sécurité au camp de l'armée de terre de Sévaré. Le haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, Pierre Bouyoya, était à Kidal. L'objectif de cette visite était d'apporter une assistance humanitaire à 500 familles démunies de la région, donc en vivre d'une valeur de plus de 14 millions de francs CFA. Tiemogo Sagara est notre envoyé spécial à Kidal. Ces 500 familles démunies de Kidal bénéficient de 1125 kg de sucre, 1875 litres d'huile, 375 kg de sel et 30 tonnes de semoule de blé. Le tout d'une valeur de plus de 14 millions de francs CFA, soit 2 mois de ration alimentaire pour chacune des familles. Cette œuvre humanitaire qualifiée d'assistance des Africains envers les Africains est une initiative de l'Union africaine. Elle entre dans le cadre du nouveau projet de Miss Sahel. Il s'agit du projet Panier du cœur, ainsi lancé à Kidal. Nous l'avons fait hier à Bamako, nous le faisons aujourd'hui à Kidal. J'ai dit que ce projet c'est un projet original, c'est un projet où les Africains assistent les Africains. Nous recueillons ces aides auprès des hommes d'affaires, des commerçants, des entreprises maliennes et africaines. Cette assistance alimentaire et nutritionnelle de la mission de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, Miss Sahel, sera exécutée par la Croix-Rouge malienne. Elle se fera conformément justement aux quotas reçus, qui seront remis à 500 familles qui ont été traumatisées justement par les événements du 18 et 21 qui sont restés sous les coups des armes. Donc c'est un peu ça, c'est pour les tranquilliser. Les bénéficiaires très émus souhaitent la pérennisation de l'action humanitaire à Kidal. Vraiment, nous sommes très contents pour ces gestes-là, parce que la population est très fatiguée. Vraiment, on remercie vraiment les dons qu'on reçoit cette fois-ci. La mission de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, Miss Sahel, entend pérenniser cette action humanitaire pour soulager les populations de Kidal. Auparavant, Pierre Bouyoya et sa délégation ont rendu une visite de courtoisie à l'aminokal Intala Ag Atayer. Ce dernier a salué l'œuvre humanitaire de l'Union africaine en direction de la population de Kidal. Après sa visite aux 2 centrales syndicales, le ministre du Travail, de la Fonction publique et des Relations avec les institutions s'est rendu hier au siège du Conseil national des ordres professionnels du Mali pour s'enquérir des problèmes auxquels cette structure est confrontée. Daouda Sidiki Diarra nous en parle. Cadre de réflexion, d'action et de formation, le Conseil des ordres professionnels du Mali a été créé pour établir des liens de solidarité entre les autres ordres et de défendre aussi l'honneur et la dignité des professions. Les membres du bureau de ce conseil viennent de recevoir pour la première fois un ministre dans leurs locaux. Nous sommes 13 ordres professionnels sur 14 à avoir adhéré au Conseil national des ordres professionnels du Mali. Et si tous nos ministres faisaient la même chose, je pense qu'on serait déjà loin. Aujourd'hui, il y a beaucoup à faire. Le Conseil national des ordres professionnels du Mali connaît aujourd'hui quelques difficultés majeures, mais il s'emploie avec le peu de ressources et demande à l'État de l'appuyer. Le Conseil national de l'ordre professionnel est un conseil extrêmement important, qui n'est pas très vu, qui apporte des solutions et qui peuvent être impliqués je pense de façon plus utile. Donc c'est ce que je suis venu leur signifier et m'engager avec eux à donner l'espace pour que le Conseil national des ordres professionnels puisse s'exprimer mieux et mieux s'impliquer dans le développement de notre pays. Le bureau du Conseil national des ordres professionnels du Mali est composé de 13 membres. L'Assemblée générale est l'instance suprême de délibération et de décision du Conseil. Elle est composée de 3 représentants par ordre professionnel membre. Activité ministérielle toujours. La feuille de route issue des pourparlers d'Alger vient d'être transmise à la société civile par le ministère de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la Reconstruction du Nord en partenariat avec le ministère de la Réconciliation nationale. Garibou Pérou, compte rendu.
Déclaration de cessation des hostilités et la feuille de route des négociations dans le cadre du processus d'Alger, deux documents, une seule mission. Il s'agit de restaurer la paix au Mali. La partie médiation, le gouvernement du Mali et les groupes armés ont convenu ce qui suit sur la déclaration de cessez-le-feu. La cessation immédiate des hostilités, l'envoi sur le terrain dans les plus brefs délais d'une mission conjointe chargée de prendre contact avec les acteurs en vue de faciliter la consolidation de la cessation des hostilités, dont les modalités et l'exécution sont confiées à la MINUSMA. Troisième point, la libération des prisonniers et de toute autre personne détenue de part et d'autre du fait du conflit. Quatrièmement, l'engagement des parties à mener des consultations nécessaires pour trouver une solution définitive aux causes profondes des affrontements. Cinquièmement, le repli immédiat de tous les éléments armés aux positions qu'indiquera la commission conjointe. Sixièmement, l'arrêt de tout acte de harcèlement et de violence envers les populations civiles et le respect de la libre circulation des personnes et des biens. Septièmement, l'arrêt de tout acte ou propos provocateur pouvant nuire au renforcement de la confiance entre les parties. Huitièmement, la sensibilisation continue des éléments armés sur le terrain et des communautés sur les engagements des uns et des autres dans le cadre du processus de paix en cours. Neuvièmement, le déploiement d'une équipe mixte d'observation et de vérification appelée EMOV. La feuille de route, quant à elle, énonce les principes et références de base. Elle détermine aussi les dispositifs de règlement du conflit en 3 étapes. La deuxième étape des négociations, celle qui doit commencer autour du 17 août, va aller jusqu'au 11 septembre. Nous pensons qu'à l'intérieur de cela, il sera possible de réunir tous les points qui doivent être formalisés dans l'étape de finalisation, qui doivent être formalisés dans l'accord de paix. L'organisation administrative dans les régions du nord du Mali, appelée par l'une des parties Azawad, est indiquée dans la feuille de route. Et le même document réitère le respect de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale du Mali, le respect de la forme républicaine et la laïcité du Mali ont été des préoccupations des participants. Vous avez parlé du fait que vous ne comprenez pas de quel Mali il s'agit quand on dit à l'intérieur d'un document, certains l'appellent Azawad. Azawad, ça existe au Mali. Mais ce n'est pas une entité administrative, ce n'est pas une entité politique. C'est une zone géographique. Ça ne peut pas avoir une dimension plus grande que le Gourma ou autre. Nous pensons qu'on est dans un processus qui doit nous permettre d'aller vers quelque chose de définitif. Les documents ainsi transmis contentent la société civile. Pour la première fois, le processus est inclusif. En attendant l'étape de la finalisation de l'accord, un accord de paix global et définitif, les différentes entités de la société civile peuvent faire parvenir des propositions constructives à la Commission de la réconciliation nationale et à la Direction des affaires étrangères d'ici mardi. Nous restons avec le ministre de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la Reconstruction du Nord qui vient de rencontrer la hiérarchie militaire et les travailleurs de l'enseignement supérieur. Les échanges ont porté sur l'adhésion et la réadhésion de ces agents donc à l'assurance maladie obligatoire. Compte rendu Moussa Fane. Cette rencontre a pour but d'échanger avec la hiérarchie militaire sur l'affiliation des forces armées et de sécurité à l'assurance maladie obligatoire. Elle a permis aux participants d'enrichir les propositions afin de faciliter l'adhésion du personnel des forces armées et de sécurité. Nous allons étudier vraiment les pour et les contre pour que les forces armées et de sécurité puissent adhérer vraiment à l'AMO. Et il a été convenu qu'une commission technique allait voir comment appliquer les principes, une prise en compte des régimes qui consacrent des avantages acquis dans le système même de l'assurance maladie obligatoire, en sorte que l'assuré ne perde pas ses acquis. Après les forces armées et de sécurité, c'est au tour des travailleurs de l'enseignement supérieur. Les mêmes exercices sur l'adhésion et la réadhésion des travailleurs de l'enseignement supérieur.
Lorsque le SUNESUP a eu des rappels dans ces grèves illimitées, que l'AMO est arrivé à faire la moisson sur nos salaires. Mais c'est les militants à la base qui vont constater effectivement qu'il y a remboursement. Et lors d'une assemblée générale, c'est les mêmes militants qui diront au bureau national les conduites à tenir. Nous avons pu parler avec le syndicat. On m'a assuré que certains remboursements ont déjà été faits sur une certaine base. J'ai demandé que le point soit fait au plus tard mercredi. Nous allons prendre les mesures diligentes d'abord pour honorer les engagements de l'État et ensuite prendre toutes mesures pour faire en sorte que la convergence qui est en train de se construire lentement puisse hâter le pas quelque peu. Selon le ministre de l'Enseignement supérieur, le gouvernement mettra tout en œuvre pour que l'assurance maladie obligatoire constitue un acquis pour le renforcement de la protection sociale. Bien que l'adhésion reste volontaire nonobstant les titres, l'ensemble des travailleurs du personnel de nos différents départements puissent adhérer à ce produit qui, encore une fois, n'a qu'un seul objectif, protéger de façon universelle. Pour rendre plus accessibles les services de l'AMO, certaines mesures sont déjà prises. Il s'agit de l'élargissement de la liste des médicaments couverts aux spécialités et l'instauration d'une fluidité quant au remboursement des pharmacies qui passe de 90 jours à 15 jours. 54e anniversaire de l'accession du Burkina Faso à l'indépendance. Ici, au Mali, ce matin, l'événement a été marqué par une plantation d'arbres dénommée le mois de l'arbre. Sur une superficie d'un demi-hectare, plus de 300 pieds ont été plantés sur la route de l'aéroport, occasion pour magnifier la bonne coopération sécuritaire entre le Burkina Faso et le Mali. Reportage Alpha Maïga. Celui qui plante un arbre avant de mourir n'a pas vécu inutile. Il a ajouté quelque chose à l'humanité. Voici bien une citation dont les Burkinabés vivant au Mali se sont inspirés. De la théorie à la pratique, cela à travers cette plantation d'arbres. C'est une politique nationale de reforestation au niveau du pays. Il est de notre devoir de satisfaire à cette tradition. Et le Mali nous accompagne dans cette tradition. La superficie, c'est environ un demi-hectare. Et sur ce demi-hectare, nous aurons 200 terminalia Mantali, qu'on appelle communément l'arbre à étage, et 100 eucalyptus camaldulensis. L'initiative est dénommée le mois de l'arbre. La commune 6 du district de Bamako en est la première bénéficiaire. Le reboisement permettra de protéger l'écosystème vital pour la population. Je voudrais vous rassurer que la mairie de la commune 6 veillera sur l'entretien technique des petits arbres qui seront plantés aujourd'hui. La mobilisation autour de l'arbre marque le 54e anniversaire de l'accession de l'ex-Haute-Volta, actuel Burkina Faso, à la souveraineté nationale et internationale. Occasion de souligner les bonnes relations, notamment la coopération sécuritaire entre le Mali et le pays des hommes intègres. Le Mali a attrapé le bon bout pour aller à la signature d'un accord définitif. Burkina, à travers la CEDEAO, a joué sa partition. Le Mali ne peut pas ne pas réussir. Pour magnifier le très prochain retour de la paix définitive au Mali, les notes du balafon, cet instrument de musique, facteur de cohésion sociale, ont retenti de plus belle. Sur un tout autre plan, le groupe Suivi budgétaire vient d'animer une conférence de presse. Cette rencontre vise à restituer à la presse et à travers elle à la population une étude menée par le groupe dans les secteurs de l'électricité, de l'eau et de l'emploi des jeunes. Ce document d'une 40aine de pages fait ressortir l'impact des différentes politiques entreprises par le Mali dans ces secteurs de développement. Adraman Maïga, compte rendu. Ce document de 46 pages passe principalement en revue les différentes politiques entreprises par le Mali dans les secteurs de l'électricité, de l'eau et de l'emploi des jeunes. C'est pour vulgariser son contenu que la présente conférence de presse a été initiée. Le citoyen a besoin d'être informé. Informé des stratégies, informé des politiques, informé des résultats souvent que l'État obtient à travers la mise en œuvre de ces politiques et stratégies. Il ressort de l'étude que les secteurs de l'électricité et de l'emploi des jeunes, contrairement à celui de l'eau, ont connu des avancées significatives. Par exemple, le taux d'accès à l'électricité qui était de 56% en 2006
est passé à 60% en 2010. Par contre, l'accès à l'eau potable a connu une régression au cours de la même période. Il est passé de 78 en 2006 à 72% en 2010. On n'a pas pu avoir vraiment à souhait les différentes informations du point de vue budgétaire, nous permettant de vraiment comprendre le lien entre les différentes priorités telles qu'établies à travers les documents de politique et surtout les allocations du point de vue budgétaire à travers en termes de réalisation et prévision. Le rapport formule des recommandations qui permettront au pouvoir public d'améliorer la fourniture des services d'électricité, de l'eau et de l'emploi des jeunes. Entre autres, la mise en place des stratégies de recherche de financement à moindre coût, la sensibilisation des populations sur les enjeux énergétiques et l'intégration de façon systématique du principe de l'employabilité dans tous les programmes scolaires. Activité politique à présent, le parti Convergence d'Action pour le Peuple CAP a tenu à Ségou sa rentrée politique. Les militants, sympathisants et responsables des partis invités ont assisté à une conférence sur les idéaux du parti. Ce mouvement politique a pris l'engagement d'accompagner les actions du gouvernement du Mali. Reportage Fousseini Samaki. Ensemble nous pouvons, oui on est capable. C'est avec ce slogan que le parti Convergence d'Action pour le Peuple CAP a effectué sa rentrée politique dans la cité historique des Balanzans ce samedi. Le président du parti, Racine Thiam, a non seulement remercié ses militants pour leur participation de qualité aux échanges électoraux passés, mais aussi et surtout a invité ses militants à participer aux futures élections communales. Compte tenu de l'importance que le parti prend dans cette ville, que le Bureau national délocalise la rentrée politique ici, à travers une rencontre de cadres du parti de toute la région de Ségou, mais aussi des séminaires de formation pour véritablement donner les outils nécessaires à nos militants de s'engager dans la bataille que nous avons décidé de mener ensemble, la bataille pour le développement de ce pays-là. La rentrée délocalisée à Ségou a été mise à profit par le président du parti pour réaffirmer la détermination du CAP à accompagner les actions gouvernementales pour un Mali libre et apaisé. Nous sommes en train d'inciter nos militants sur toute l'étendue à accompagner les pouvoirs locaux, les pouvoirs régionaux et les pouvoirs politiques nationaux à ce que chacun fasse son travail. Ce n'est plus le temps de s'asseoir, de critiquer, de dire on devrait faire cela, on devrait faire ceci. Rien ne nous empêche de le faire à notre niveau. Les débats ont permis au conférencier Bouakar Diané d'éclaircir les militants, sympathisants et responsables des partis invités sur le rôle des acteurs politiques, les idéaux du parti et les projets de la Convergence d'Action pour le Peuple. La politique de renforcement et de consolidation de la décentralisation par la régionalisation est en marche. Les acteurs de la région de Sikasso étaient réunis hier pour mieux cerner les contours de l'initiative des contraplans État, région ou district. Sekou Konaté nous en parle depuis Sikasso. En organisant la présente rencontre autour de l'opérationnalisation des contraplans État, région ou district, le ministère de la décentralisation et de la ville veut mettre à la disposition des acteurs régionaux les outils et textes réglementaires indispensables à la mise en œuvre de ces contraplans. Le gouvernement du Mali s'est engagé dans un processus de renforcement de la décentralisation. Et à travers ce renforcement de la décentralisation, le gouvernement a mis en place des instruments de financement du développement au niveau des régions. Déjà, la région va poursuivre les échanges, va poursuivre le travail pour que nous puissions respecter l'agenda de pouvoir signer les premiers contraplans, la première génération des contraplans d'ici la fin de l'année 2014. Occasion donc de présenter aux participants le décret déterminant les modalités d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi et évaluation des contraplans État, région ou district, les étapes de contrat et les mécanismes de financement, mais aussi recueillir les avis des acteurs régionaux et recenser les projets prioritaires pour la région. À partir de ces contraplans, je crois que tout le monde sera engagé. Et les partenaires même déjà se sont positionnés déjà pour appuyer l'État et les collectivités pour la mise en œuvre de ces contraplans. Une démarche saluée par les autorités régionales pour qui la décentralisation renforcée constitue une voie de sortie de crise et de développement. Cette rencontre qui regroupe les membres du CROPSAD élargi à d'autres responsables de la société civile dans un contexte double de reconstruction de l'État suite à la crise institutionnelle et sécuritaire de 2012 d'une part et de la réconciliation nationale et de la paix définitive d'autre part, révèle de la part les objectifs y assignés une importance capitale.
a rappelé que la présente démarche est soutenue par le projet d'appui institutionnel au processus de régionalisation au Mali, PAIR. Sport à présent, championnat national 26e journée, le club olympique de Bamako a dominé l'AS Police 5-0. Avant cette victoire, les Verts sont désormais à 3 points du leader de la Ligue 1. Déjà en première ère, le stade malien avait été accroché par le centre Salif Keïta à 0 but partout, suivant le compte-rendu de Mamoutou Danté. Désormais, il n'y a plus que 3 points entre le leader Stade Malien 57 points et le COB deuxième 54 points. Les Blancs de Bamako ont été accrochés par les CSK 0 but partout. En première période, le stade domine mais les centristes résistent. Des fois, le stade trouve le poteau comme ici à la 6e minute par Madala Conté et à la 33e minute par Bourama Koulibaly. La mi-temps intervient sur le score des 0 but partout. À la reprise, même scénario comme avant la mi-temps. Les CSK restent regroupés au milieu du terrain. Sur les multiples tentatives, les Blancs échouent devant le but adverse. En phase aller et retour de la Ligue 1, ces deux formations n'ont pas pu se départager. Mon équipe a tout tenté, j'ai trouvé qu'elle avait souvent bien joué, il y a eu des actions cohérentes. Je n'ai pas de reproches à faire à mon équipe, on est un peu plus jeune qu'en début de saison parce qu'il y a des joueurs qui nous ont quittés. Et peut-être c'est le prix à payer maintenant, il faut être patient avec les plus jeunes. C'était un match qu'on avait préparé depuis, parce que juste après la défaite contre Mopti, il fallait revenir. Donc les jeunes ont su réagir par rapport à notre situation. Raison pour laquelle on a vu ces scores nuls et vierges. Le stade garde sa place de leader et le CSK est 10e, 33 points au classement provisoire de la 26e journée. Pour la deuxième affiche, le COB a profité du match nul des leaders pour réduire l'écart de points qui les sépare de la place du podium. Les Verts ont infligé une correction à l'AS Police en leur dominant 5-0. Grâce au but de Djibril Koulibaly à la 9e minute, de Aremou Toloba à la 19e minute, de Amidou Traoré à la 74e minute et le doublé de Abdoulaye Diarra à la 84e et 87e minute. Ainsi, le COB 54 points revient à 3 points du leader de la Ligue 1. L'AS Police garde sa 9e place avec 34 points au classement provisoire de la 26e journée. Voilà, des jolis billes. Compétition africaine de football, l'AS Real joue ce dimanche en Côte d'Ivoire contre la SEC Mimosa au compte de la 5e journée des matchs de poule de la Coupe CAF. Un bon résultat face à la SEC permettra au Real de faire un grand pas vers la qualification en demi-finale. Al Jumatina a suivi la dernière séance d'entraînement des Scorpions à Djikoroni-Para. Avant leur départ, voici son reportage. La victoire du Real de Bamako lors de la 4e journée sur AC Leopard au Congo a redonné espoir aux Scorpions dans la perspective d'une qualification en demi-finale de la Coupe de la Confédération. Cette confiance retrouvée entre les esprits des joueurs qui veulent rediter le coup de Dolisie ce dimanche chez la SEC Mimosa de Côte d'Ivoire. La victoire à Dolisie nous a vraiment motivés. Maintenant, tous les matchs sont des finales pour nous. Donc, on va aller à Abidjan pour ramener les 3 points. On doit gagner forcé pour espérer pour qualifier en demi-finale. Je ne peux pas jouer contre ASEC. J'ai 2 cartons jaunes. Bon, j'ai confiance en mes camarades. J'espère qu'ils vont amener la victoire. C'est une très grande équipe. Surtout que, je pense que c'est la petite finale. Ils doivent forcément nous gagner pour être relancés dans la compétition. Donc, je pense que ça sera un match très, très difficile aussi. Mais on fera tout pour prendre ces 3 points. C'est aussi le match que nous avons joué au Congo-Brazzaville. C'est la même chose. Il fallait gagner ce match-là et je pense qu'il y a le match contre la SEC, il y a après le dernier match qu'on va jouer ici, mais ça passe forcément par le match qu'on va jouer le dimanche à Abidjan. C'est un match important et on est en train de, je pense que, point de vue état d'esprit, je pense que les joueurs ils sont conscients de l'enjeu. Tenue en échec ici à Bamako par la SEC, la jeune équipe du Real semble énormément progresser. L'occasion est donc idéale de maintenir ce dynamisme. Ce dimanche au stade Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire, la SEC 2 points et le Real 4 points joueront leur survie dans le groupe A.
Autre discipline afro-basket des moins de 18 ans à Madagascar, le Mali est éliminé en demi-finale, battu de justesse par l'Égypte 73-72. Les juniors maliens joueront ce dimanche contre ceux d'Angola pour la 3e place, qui se sont donc inclinés devant la Tunisie 61-57. La finale opposera donc ce dimanche l'Égypte à la Tunisie, une nouvelle de Khalifa Nama Traoré. Voilà, c'est la fin de cette édition. Au nom de l'ensemble de la rédaction, merci de votre aimable attention. D'ailleurs, retrouvez cette édition sur notre site www.ortm.ml. Demain, retrouvez Aïssata Ibrahim Maïga. Je serai là pour la grande édition du soir. D'ici là, portez-vous bien, au revoir et qu'Allah bénisse le Mali.